Juste avant de condamner la cuisinière pour vol, une fillette de 11 ans demande la parole et sort un téléphone portable. Ce que la fillette montre dans la salle fait lever toute la cour. Le tribunal sentait le vieux bois et la peur. Martine Dubois, 40 ans, se tenait devant le juge, les mains menottées et le cœur brisé. Elle portait la même robe grise qu'elle utilisait pour cuisiner, car on ne lui avait pas permis de se changer lors de son arrestation. Le juge Aurélien Fournier la regardait du haut de son estrade comme on observe un insecte avant de l'écraser. « Martine Dubois », lut le juge d'une voix grave. « Vous êtes accusée du vol d'un collier de diamants, d'une valeur de 200 000 €, propriété de Madame Valérie de Montaigne. Étant donné la gravité du délit et considérant que vous manquez de ressources économiques, de soutien juridique compétent et que vous avez un accès direct à la résidence de la victime, ce tribunal estime qu'il existe un risque élevé de fuite. » Martine voulut parler, mais le nœud dans sa gorge l'en empêchait. Elle avait travaillé 12 ans dans cet hôtel particulier. 12 ans à cuisiner, nettoyer, servir, 12 ans à garder un secret qui lui brûlait l'âme chaque nuit. Et maintenant elle était là, accusée de vol par la même femme qui lui avait tout volé. La sentence préliminaire, continua le juge, sera de 15 ans de réclusion, sans droit à la libération sous caution. Un murmure parcourut la salle. L'avocat commis d'office, un jeune homme que l'État lui avait assigné 2 jours auparavant, ne leva même pas les yeux de ses papiers. Il n'avait pas d'argument, pas de preuves, pas d'espoir. Valérie de Montaigne était assise au premier rang, vêtue de noir, comme si c'était elle la victime d'une tragédie. Elle pleurait avec élégance, essuyant ses larmes avec un mouchoir en soie. À ses côtés, son avocat, maître Marc Dubois-Lemaire, l'un des plus chers du pays, hochait la tête, satisfait. « Ce collier appartenait à ma mère », sanglota Valérie lorsqu'on lui donna la parole. « Il a une valeur sentimentale inestimable, et cette femme à qui j'ai ouvert les portes de ma maison, me l'a volé. » Martine retrouva finalement sa voix. « Je n'ai rien volé, dit-elle, ferme mais tremblante. Je suis innocente. » Le juge Fournier l'interrompit d'un coup de marteau. « Silence. Les preuves sont accablantes. Le collier a été trouvé parmi vos effets personnels, parce que quelqu'un l'a mis là. Vous accusez Madame de Montaigne de mentir ?» Martine regarda directement Valérie. Pendant une seconde, les pleurs de la millionnaire s'arrêtèrent. Leurs regards se croisèrent, et dans ce regard, Martine vit ce qu'elle avait toujours vu, de la haine pure, déguisée en élégance. « Oui, » répondit Martine, « elle ment. » Le juge sourit à peine, comme si cette réponse était exactement ce qu'il attendait. Qu'il soit consigné dans les procès-verbaux que l'accusé diffame la victime. Cela aggrave votre situation. Martine sentit le sol s'enfoncer sous ses pieds. Tout était arrangé. Le juge, le procès, la sentence, tout était une farce. Mais pourquoi? Pourquoi Valérie prenait-elle tant de peine à détruire une simple cuisinière? La réponse était assise dans la galerie du public, au 3e rang, observant tout avec des yeux écarquillés. Une fillette de 11 ans aux cheveux retenus par une tresse. Camille, la fille de Valérie. Ou du moins, c'est ce que tout le monde croyait. L'avocat de la défense se leva à contre-cœur. Il s'appelait Étienne Leroy. Il avait 28 ans et ce n'était que son 5e cas. Les 4 précédents, il les avait perdus. « Votre honneur », dit-il d'une voix incertaine. « Ma cliente soutient qu'elle est innocente. Nous demandons plus de temps pour recueillir des preuves. » Le juge Fournier ne le regarda même pas. La défense a eu suffisamment de temps. Le procès continue. « Mais, monsieur le juge, on ne m'a assigné cette affaire qu'il y a 48 heures. Je n'ai pas pu. » Vous remettez en question l'efficacité de ce tribunal, maître Leroy? Le jeune avocat déglutit. Il savait que contredire Aurélien Fournier était un suicide professionnel. Le juge avait des contacts partout. Les avocats qui avaient osé le défier se retrouvaient sans travail, sans clients, sans avenir. « Non, votre honneur, je demande juste de la considération. »« Considération », répéta le juge avec sarcasme. « Madame de Montaigne a trouvé le collier caché dans les vêtements de l'accusé. Il y a des photographies. Il y a des témoins du moment où le vol a été découvert. Que vous faut-il de plus, maître? Une confession signée de sang. Quelques personnes dans la salle rirent. Martine ferma les yeux. Elle se rappela le moment exact où tout avait commencé à s'effondrer. 3 jours auparavant, elle préparait le petit déjeuner dans la cuisine. Des œufs brouillés et des fruits coupés, du jus d'orange fraîchement pressé, le même que d'habitude. Puis elle entendit les cris de Valérie. « Mon collier! Quelqu'un a volé mon collier !» Martine monta en courant. Elle trouva Valérie dans sa chambre, avec la boîte à bijoux ouverte et vide. Les employés se rassemblèrent dans le couloir. Denis le jardinier, Rose la femme de chambre, Bernard le chauffeur. Tous confus. « Personne ne sortira de cette maison tant qu'il n'aura pas été retrouvé », ordonna Valérie.
Ils appelèrent la police. 2 officiers fouillèrent chaque pièce. Lorsqu'ils entrèrent dans la petite chambre de Martine dans l'aile de service, ils trouvèrent le collier enveloppé dans un chemisier à l'intérieur de l'armoire. « Je ne l'ai pas mis là », dit Martine, mais personne ne l'écouta. Les policiers la menottèrent tandis que Valérie la pointait du doigt. « Voleuse, vipère, 12 ans à te donner du travail, et c'est comme ça que tu me remercies. » Camille était dans l'escalier, observant tout avec une expression d'horreur. Quand leurs yeux se croisèrent, la fillette vit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Elle ne vit pas de culpabilité dans ce regard. Elle vit de la tristesse. Une tristesse profonde et ancienne, comme si Martine avait attendu ce moment pendant des années. Le tribunal entrait dans sa 2e heure de session. L'avocat de Valérie, un homme aux cheveux gris appelé Maître Beltran, se leva pour présenter les preuves. « Votre honneur, permettez-moi de montrer les photographies prises par les officiers au moment de la découverte. » Un écran s'alluma. Apparut l'image du collier de diamants brillant au milieu des vêtements de Martine. Puis une autre photo, l'armoire ouverte. Puis une autre, le visage de Martine au moment de l'arrestation, les larmes aux yeux. Comme le tribunal peut l'observer, continua Beltran, il n'y a aucun doute sur la culpabilité. Le collier était en sa possession. L'accusé avait un accès illimité à la résidence et, si vous me permettez d'ajouter, votre honneur, les registres montrent que Madame Dubois a des dettes considérables. « Ce n'est pas vrai !» cria Martine. Le juge frappa son marteau. « Une autre interruption et je vous ferai retirer de la salle. » L'avocat Beltran sourit. Selon les rapports bancaires, l'accusée doit 3 mois de loyer d'un petit appartement qu'elle entretient en dehors de la résidence de Montaigne. Elle a également une dette hospitalière d'il y a 5 ans qu'elle n'a jamais fini de payer. Le mobile est clair. Elle avait besoin d'argent. Martine serra les poings. Oui, elle avait des dettes. Qui n'en avait pas en gagnant le salaire misérable que Valérie lui payait? Mais jamais, même dans ses pires moments, elle n'aurait volé, et encore moins dans cette maison. Pas pour Valérie, mais pour Camille. De plus, ajouta Beltran, nous avons le témoignage de Madame de Montaigne. Valérie se leva avec la grâce d'une actrice de télé-roman. Martine a toujours été une femme réservée. Je n'ai jamais su grand-chose de sa vie. Je l'ai engagée il y a 12 ans parce qu'elle avait besoin de travail et qu'elle me faisait pitié. Mais avec le temps, j'ai remarqué des choses étranges. Parfois, je la trouvais dans des parties de la maison où elle n'avait rien à faire. Parfois, je la voyais regarder mes bijoux avec une expression cupide. « Mensonge !» Martine ne put se contenir. « Silence !» ordonna le juge. « Je lui ai ouvert les portes de mon foyer », continua Valérie, laissant couler une larme parfaite. « Je lui ai donné du travail quand personne d'autre ne l'aurait fait, et c'est ainsi qu'elle me remercie en me volant la seule chose qui me restait de ma mère. » Le public murmurait d'indignation. Certains regardaient Martine avec mépris, d'autres secouaient la tête. L'opinion était claire. Elle était coupable. Mais au 3e rang, Camille ne regardait pas sa mère avec admiration. Elle la regardait avec doute. Car 3 nuits auparavant, Camille avait vu quelque chose que personne d'autre n'avait vu, quelque chose qu'elle ne comprenait pas tout à fait, quelque chose qu'elle avait enregistré sur son téléphone sans savoir pourquoi. Avant de continuer notre histoire, j'aimerais saluer tout spécialement nos abonnés en France, en Belgique, en Suisse, au Québec, au Luxembourg, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Haïti, au Cameroun, à Madagascar, au Mali, au Congo, au Tchad, au Gabon, au Vietnam et au Cambodge. D'où nous écoutez-vous? Commentez pour que je vous salue. Bénédiction à tous. Suite de l'histoire. Le juge Fournier révisa ses papiers avec une fausse solennité. Tout le monde dans la salle savait que la sentence était déjà décidée, il ne restait plus qu'à la prononcer. Ayant entendu les témoignages et examiné les preuves, commença-t-il, ce tribunal déclare Martine Dubois coupable du délit de vol aggravé par abus de confiance. Martine sentit ses jambes flancher. La sentence définitive sera de 15 ans de prison à la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis. La condamnée n'aura droit ni à la libération sous caution, ni à la liberté anticipée pendant les 10 premières années. Non, murmura Martine. Ce n'est pas possible. L'avocat Leroy baissa la tête, vaincu. Il n'essaya même pas de faire appel. Valérie porta son mouchoir à ses yeux, cachant un sourire. Le juge leva son marteau pour donner le coup final. Par conséquent, je déclare. Les portes du tribunal s'ouvrirent brusquement. Tout le monde se retourna. Une fillette entra en courant, portant toujours son uniforme d'école et la tresse à moitié défaite. C'était Camille de Montaigne. « Attendez !» cria-t-elle. « J'ai quelque chose à dire. » Le juge Fournier fronça les sourcils. « Qui a laissé entrer cet enfant ? Garde, sortez-la immédiatement. » « Non !» Camille courut vers l'avant. « J'ai une preuve. » «
Martine est innocente. Le murmure dans la salle se transforma en vacarme. Valérie se leva, pâle comme un linge. Camille, que fais-tu ici? Tu devrais être à l'école. Je me suis enfui, répondit la fillette, parce que je savais qu'ils allaient la condamner aujourd'hui et je ne pouvais pas laisser ça arriver. Le juge frappa son marteau 1, 2, 3 fois. Ordre! Ordre dans la salle. Cet enfant n'est pas autorisé à être ici. Garde. J'ai une vidéo, cria Camille, sortant son téléphone de sa poche. Et tout le monde doit la voir. Le silence tomba comme une pierre. Valérie fit un pas vers sa fille avec une expression de fureur contenue. Donne-moi ce téléphone tout de suite. Camille, je te préviens. Non. La fillette recula. Je ne vais pas te laisser détruire Martine. Elle n'a rien fait de mal, et j'ai la preuve. Le juge Fournier regarda Valérie. Pendant une seconde, leurs yeux se croisèrent. Ce fut un instant bref, mais Martine le vit. Il y avait quelque chose entre eux, une complicité qui allait au-delà de ce procès. Le procureur, un homme d'âge moyen nommé Guillaume Tellier, qui était resté silencieux jusqu'alors, se leva. « Votre honneur, je demande que la mineure soit autorisée à présenter sa preuve. Si elle est pertinente pour l'affaire, la Cour a l'obligation de la considérer. » Le juge serra la mâchoire. « C'est hautement irrégulier. Condamner une personne innocente l'est aussi, » répondit le procureur. Le juge Fournier regarda le procureur Tellier avec une irritation évidente. Il ne s'attendait pas à une résistance de ce côté-là. Guillaume Tellier était dans le système judiciaire depuis 20 ans et avait la réputation d'être un homme intègre, difficile à intimider. Le juge avait commis l'erreur de le sous-estimer. « Procureur Tellier, » dit le juge, « cet enfant a 11 ans, elle ne peut être considérée comme un témoin valable. Je ne demande pas qu'elle témoigne, votre honneur. Je demande qu'une preuve matérielle qu'elle affirme posséder soit examinée. S'il s'agit d'une vidéo, elle peut être analysée indépendamment de l'âge de celui qui l'a enregistrée. » Valérie intervint d'une voix tremblante. « Votre honneur, ma fille est clairement perturbée. Elle a eu des problèmes émotionnels depuis que son père nous a quittés. Elle invente des choses. Elle a trop d'attachement pour la domestique. Je ne suis pas une menteuse, dit Camille avec fermeté. Et mon père ne nous a pas quittés. Tu l'as forcé à partir. » Le murmure recommença. Le juge frappa le marteau. « Silence !» Il se tourna vers Camille. « Fillette, ceci est un tribunal, pas un cirque. Si vous avez quelque chose à montrer, remettez-le au procureur et il décidera si c'est pertinent. » « Non, » répondit Camille. « Je veux que tout le monde le voie maintenant. » L'avocat Beltrand, représentant Valérie, s'approcha de l'estrade. « Votre honneur, c'est une perte de temps. La fillette a clairement été manipulée par l'accusé. »« Martine ne m'a pas manipulée !» cria Camille. « Elle ne sait même pas que j'ai cette vidéo. » Martine observait tout sans pouvoir y croire. Cette fillette, qu'elle avait vue grandir depuis qu'elle était bébé, risquait tout pour elle. Pourquoi? Qu'avait vu Camille qui l'avait poussée à agir ainsi? Le procureur Tellier s'approcha calmement de Camille. « Camille, n'est-ce pas ?» La fillette hocha la tête. « Pouvez-vous me dire ce que montre la vidéo? Elle montre qui a vraiment mis le collier dans la chambre de Martine. » Le silence fut absolu. « Et quand avez-vous enregistré cette vidéo? » 3 nuits avant l'arrestation de Martine. Tellier se tourna vers le juge. « Votre honneur, cette information est potentiellement disculpatoire. Refuser de l'examiner serait une grave irrégularité procédurale. Le juge Fournier était acculé. S'il refusait, il serait exposé devant tout le tribunal. S'il acceptait, la vidéo pourrait tout gâcher. » Il regarda Valérie. Elle était pâle, les lèvres serrées. « Très bien, » dit finalement le juge. « Reproduisez la vidéo. Mais s'il s'avère que c'est une farce, l'accusé fera face à des chefs d'accusation supplémentaires pour manipulation de mineurs. » Camille marcha vers le centre de la salle, son téléphone levé. « Ce n'est pas une farce, » dit-elle. « C'est la vérité. » Le technicien du tribunal connecta le téléphone de Camille à l'écran principal. Pendant quelques secondes, tout resta noir. Puis, une image floue prit forme peu à peu. C'était un long couloir, à peine éclairé par la lumière qui filtrait d'une fenêtre. La caméra tremblait légèrement, signe que celui qui enregistrait était caché. Le compteur de temps indiquait 2h47 du matin. Une porte s'ouvrit au fond du couloir. En sortit une silhouette enveloppée dans une robe de chambre en soie de couleur crème. Valérie de Montaigne. Elle marchait sur la pointe des pieds, regardant des 2 côtés comme si elle craignait d'être découverte. Dans la salle du tribunal, personne ne respirait. Dans la vidéo, Valérie arriva à une autre porte, celle de la chambre de Martine, dans l'aile de service. Elle l'ouvrit avec précaution. Elle entra. La caméra se déplaça, cherchant un meilleur angle, et parvint à capter à travers l'espace de la porte entr'ouverte.
Valérie était devant l'armoire de Martine. Elle sortit quelque chose de la poche de sa robe de chambre, quelque chose qui brillait même dans l'obscurité. Le collier de diamants. Avec des mouvements précis, Valérie enveloppa le collier dans un chemisier et le cacha au fond de l'armoire. Puis elle ferma les portes, vérifia que tout était en place et sortit silencieusement de la pièce. Mais avant de partir, elle fit quelque chose de plus. Elle s'arrêta dans le couloir et murmura quelque chose. L'enregistrement capta ces mots avec clarté. « Cette femme ne peut pas rester dans cette maison, elle en sait trop. » La vidéo se termina. Le silence dans le tribunal était si dense qu'on pouvait le couper avec un couteau. Martine avait les larmes aux yeux, non de tristesse, mais de soulagement. Quelqu'un avait finalement vu la vérité. Valérie se leva, tremblante. « Cette vidéo est fausse. Ma fille l'a manipulée. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. »« Fausse ?» dit le procureur Tellier. « Madame de Montaigne, on vient de vous voir clairement en train de dissimuler le collier dans les affaires de l'accusé. Comment expliquez-vous cela? C'est un montage. Cet enfant a accès à la technologie. Elle a pu. Une fillette de 11 ans a fabriqué un deepfake de sa propre mère à 3h du matin? Tellier secoua la tête. C'est absurde et vous le savez. Le juge Fournier frappa son marteau avec force. Ordre. Cette vidéo nécessite une analyse criminalistique. Je déclare un ajournement de 3 jours pendant que les experts déterminent son authenticité. Objection, cria Tellier. La vidéo est une preuve évidente. Suspendre le procès maintenant, ce serait couvrir. J'ai dit ajournement. Le juge se leva. Et un mot de plus, procureur. Et je vous accuserai d'outrage à la cour. Tellier serra les poings, mais garda le silence. Il savait choisir ses batailles. Pendant que les gardes ramenaient Martine à sa cellule, Camille réussit à s'approcher suffisamment pour lui dire quelque chose à l'oreille. « Je vais te sortir d'ici, je te le promets. » L'ajournement de 3 jours ordonné par le juge Fournier n'était pas destiné à analyser la vidéo, mais à gagner du temps. Cette même nuit, Aurélien Fournier conduisit sa voiture jusqu'à un quartier résidentiel exclusif en banlieue. Il s'arrêta devant une maison avec des grilles dorées et des jardins parfaits. L'hôtel particulier de Montaigne. Valérie l'attendait dans le bureau, une coupe de vin à la main. Mais son expression n'était pas calme. Elle était d'une panique contrôlée. « Comment as-tu permis que ça arrive ?» lui dit-elle à peine il entra. « Le procès devait être réglé aujourd'hui. C'est toi qui as élevé cet enfant. » Fournier se servit un whisky au bar. « Comment est-il possible qu'elle t'ait enregistré sans que tu t'en rendes compte? Je croyais qu'elle dormait. » Eh bien, clairement non. Nous devons faire quelque chose avec cette vidéo. Elle est déjà entre les mains du tribunal. Je ne peux pas la détruire sans éveiller les soupçons. Alors, discrédite-la. Trouve des experts qui disent qu'elle est fausse. Fournier secoua la tête. Ce n'est pas si simple. Le procureur Tellier est un problème. Je ne peux pas l'acheter et je ne peux pas l'intimider. Il est intègre depuis 20 ans. Alors trouve-lui quelque chose de sale. Tout le monde a quelque chose à cacher. Le juge la regarda froidement. Tiens, qui parle de cacher des choses? Valérie se tourna vers lui. Ne commence pas, Aurélien. Nous sommes ensemble dans cette affaire depuis 15 ans. Si je tombe, tu tombes avec moi. Je sais, c'est pour ça que je suis ici. Ils se regardèrent en silence. Il y avait une longue histoire entre eux. Une histoire qui avait commencé bien avant que Rémy de Montaigne découvre la vérité. Une histoire de mensonges, d'ambition et de trahison. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, dit Fournier. Pourquoi maintenant? Martine était dans cette maison depuis 12 ans, sans causer de problème. Pourquoi as-tu décidé de te débarrasser d'elle précisément maintenant? Valérie mit du temps à répondre. Parce que Camille est sur le point d'avoir 12 ans. Et qu'est-ce que ça a à voir? Rémy a laissé un fonds fiduciaire avant de partir. Un fonds fiduciaire au nom de sa fille biologique qui s'active quand la fillette atteint 12 ans. Je ne savais pas qu'il existait jusqu'à il y a 2 mois, lorsque le comptable a commis l'erreur de le mentionner. Fournier comprit immédiatement. Si Martine reste près de Camille et que quelqu'un commence à enquêter, ils découvriront que Camille n'est pas ma fille, compléta Valérie. Et tout ce que nous avons construit s'effondrera. Le juge termina son whisky d'un trait. Qui d'autre sait pour le fonds fiduciaire? Seul le comptable. Mais il ne parlera pas. On lui fait trop peur. Tu es sûr? Valérie sourit, mais il n'y avait pas de joie dans son geste. Les lâches sont toujours prévisibles. Le centre de détention pour femmes était un bâtiment gris avec de petites fenêtres et des murs tachés d'humidité. Martine partageait sa cellule avec 3 autres femmes qui la regardaient avec curiosité. Elle n'était pas le genre de personne qui arrivait normalement ici. « Qu'as-tu fait ?» lui demanda l'une d'elles, une femme plus âgée avec des cicatrices sur les bras. « Rien. Je suis innocente. » La femme rit amèrement. « Nous le sommes toutes, ma chérie.
Bienvenue au club. Ivan Date, Dande. Martine s'assit sur la couchette inférieure et ferma les yeux. Elle pensa à Camille, à son courage d'entrer au tribunal, à sa voix ferme quand elle avait dit qu'elle allait la sortir de là. Mais elle pensa aussi au danger que courait cette fillette. Valérie n'était pas une femme qui pardonnait la trahison. Même pas celle de sa propre fille, ou plutôt, de la fille qu'elle avait volée. Car c'était ça le secret que Martine avait gardé pendant 11 ans. Camille n'était pas la fille de Valérie. Elle était la sienne, de son sang, de son corps, la fillette qu'on lui avait arrachée des bras quand elle n'avait que 3 jours. Tout avait commencé avec Rémi. Rémi de Montaigne était un homme différent de son épouse. Là où Valérie était froide, il était chaleureux. Là où elle manipulait, il cherchait la vérité. Quand Martine arriva pour travailler à l'hôtel particulier il y a 12 ans, ce ne fut pas comme cuisinière, mais comme administratrice. Rémi l'avait engagée parce qu'il voyait en elle quelque chose qu'il admirait. Intelligence, dignité, honnêteté. Avec le temps, les nuits de travail se transformèrent en longues conversations. Les conversations se transformèrent en confiance, et la confiance en quelque chose de plus profond. Martine n'a jamais voulu tomber amoureuse d'un homme marié, mais Rémi lui raconta la vérité sur son mariage. Valérie ne l'aimait pas, elle l'avait choisi pour son argent. Et quand il voulut divorcer, elle le menaça de détruire sa réputation, son entreprise, tout ce qu'il avait construit. Quand Martine tomba enceinte, Rémi lui promit qu'il trouverait le moyen de quitter Valérie, qu'ils formeraient une famille ensemble, qu'il la protégerait, mais il ne put la protéger de rien. Valérie l'apprit 1 semaine après l'accouchement, et ce qui s'ensuivit fut un cauchemar que Martine revivait chaque nuit. Maintenant, assise dans cette cellule, elle se demandait si un jour elle aurait le courage de raconter toute la vérité à Camille, la vérité sur sa naissance, la vérité sur son père, la vérité sur pourquoi Martine avait supporté 12 ans d'humiliation juste pour pouvoir la voir grandir. La réponse à cette question dépendait de quelque chose que Martine ne contrôlait pas. Survivre au prochain jour. Camille passa les 3 jours de l'ajournement enfermée dans sa chambre. Valérie lui avait confisqué le téléphone, l'ordinateur, et avait ordonné aux employés de ne pas lui parler. L'hôtel particulier était devenu sa prison, mais la fillette n'avait pas peur. Elle était furieuse. Chaque nuit, elle entendait sa mère parler au téléphone dans le bureau. Elle ne pouvait pas entendre les mots complets, mais elle captait des fragments. Contrôler la situation, discréditer la vidéo. Cet enfant ne sait pas ce qu'elle a fait. La 3e nuit, Camille attendit que Valérie s'endorme. Puis elle se glissa dans le couloir jusqu'au bureau. La porte était fermée à clé, mais Camille connaissait une astuce que Martine lui avait enseignée il y a des années. Le chambranle de la porte était vieux et cédait si on poussait au bon endroit. Elle entra dans le bureau et alluma la lampe du bureau. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait, mais elle savait que sa mère cachait des choses. Elle l'avait toujours su. Elle fouilla les tiroirs, factures, contrats, papiers ennuyeux, mais dans le dernier tiroir, sous un faux dossier, elle trouva quelque chose de différent. C'était des photographies. Des photographies de sa mère avec un homme qui n'était pas son père, un homme que Camille reconnut immédiatement, le juge Aurélien Fournier. Ils étaient enlacés, s'embrassant dans ce qui semblait être un hôtel de luxe. La date au dos d'une photo disait qu'elle avait été prise il y a 15 ans, mais ce n'était pas le plus choquant. Au fond du tiroir, il y avait un dossier contenant des documents médicaux. Camille les lut sans tout comprendre, mais une phrase attira son attention. Diagnostic, infertilité irréversible. La patiente Valérie de Montaigne ne peut concevoir d'enfant, ni naturellement, ni par assistance. Le cœur de Camille s'arrêta. Si sa mère ne pouvait pas avoir d'enfant, alors qui était-elle vraiment? La porte du bureau s'ouvrit brusquement. Valérie se tenait là, le visage défiguré par la fureur. « Qu'est-ce que tu fais ?» Camille leva les documents. « Qui suis-je, maman? D'où suis-je venue ?» Valérie traversa la pièce en 3 enjambées et lui arracha les papiers des mains. « Ce ne sont pas tes affaires. »« Bien sûr que si. Ces papiers disent que tu ne peux pas avoir d'enfant. »« Alors, qu'est-ce que je suis? Adopté? Volé ?» La gifle arriva si vite que Camille n'eut pas le temps de l'éviter. « Ne dis jamais ça à nouveau, » siffla Valérie. « Tu es à moi, tu comprends? À moi. » Camille se toucha la joue brûlante. Les larmes jaillirent, mais pas de douleur, de rage. « Je vais découvrir la vérité, » dit-elle, « et quand je le ferai, tout le monde saura qui tu es vraiment. » Valérie sourit froidement. « Nous verrons bien. » Le jour de la reprise de la session du tribunal, la tension était palpable. Les rangs des spectateurs étaient pleins. La presse attendait dehors avec des caméras et des microphones. L'affaire de la cuisinière accusée de vol était devenue une nouvelle nationale grâce à la vidéo de Camille. Martine fut escortée de sa cellule avec de nouvelles cernes,
mais la même dignité que toujours. Lorsqu'elle entra dans la salle, elle chercha Camille du regard. Elle la trouva assise à côté d'une femme inconnue, une assistante sociale que le tribunal avait désignée pour surveiller la mineure après qu'il eût été révélé que Valérie l'avait frappée. Valérie était à sa place habituelle, mais quelque chose avait changé. Elle ne pleurait plus. Elle ne prétendait plus être la victime. Maintenant, elle regardait devant elle avec une expression de pierre, comme un général se préparant pour une bataille qu'il pourrait perdre. Le juge Fournier entra et tout le monde se leva. Il avait l'air fatigué, avec des cernes sous les yeux. Les 3 jours d'ajournement ne lui avaient clairement pas apporté la paix. La session de l'affaire de Montaigne contre Dubois reprend, annonça-t-il. Avant de continuer, je dois informer que l'analyse criminalistique de la vidéo présentée par la mineure Camille de Montaigne a été conclue. Le silence était absolu. Les experts ont déterminé. Le juge fit une pause comme si les mots lui coûtaient. Que la vidéo est authentique. Elle ne montre aucun signe de manipulation numérique. Un murmure parcourut la salle. Valérie ferma les yeux. Cependant, continua le juge en élevant la voix, cela ne signifie pas que l'accusée est innocente. La vidéo montre Madame de Montaigne plaçant le collier, mais n'explique pas comment le collier est arrivé entre ses mains en premier lieu. Il est possible que l'accusée l'ait volé, et que Madame de Montaigne l'ait trouvé ultérieurement. Objection. Le procureur Tellier se leva. Cette interprétation est absurde. Pourquoi la prétendue victime cacherait-elle le collier volé parmi les affaires de la voleuse au lieu de le remettre aux autorités? Silence! Le juge frappa son marteau. Je ne tolérerai plus d'interruption. Mais Tellier ne s'arrêta pas. Votre honneur, j'ai de nouvelles informations pertinentes pour cette affaire. Des informations qui impliquent directement l'intégrité de ce processus judiciaire. Le juge Fournier se crispa. De quoi parlez-vous? Je parle d'un conflit d'intérêts qui aurait dû vous obliger à vous récuser dès le début. Tellier sortit une enveloppe de sa mallette. J'ai des preuves que vous, votre honneur, entretenez une relation personnelle avec Madame Valérie de Montaigne. Une relation qui a commencé il y a plus de 15 ans. Le chaos éclata dans la salle. Le juge Aurélien Fournier frappa le marteau tant de fois que le manche lui glissa de la main. La sueur coulait sur son front tandis qu'il tentait de rétablir l'ordre dans une salle qui avait explosé en murmures, cris et flashs des téléphones qui enregistraient tout. « C'est une infamie », rugit le juge. « Procureur Tellier, je vous accuse formellement d'outrage à la cour. Vous pouvez m'accuser de ce que vous voulez, » répondit Tellier calmement. « Mais permettez-moi d'abord de présenter ces photographies. » Tellier remit l'enveloppe à un des officiers du tribunal qui la porta jusqu'à l'estrade. Le juge Fournier regarda l'enveloppe comme si elle contenait du poison. « Je ne vais pas examiner des accusations infondées en pleine session. Alors, permettez que la cour les examine en plénière. » Les photographies commencèrent à circuler. C'étaient les mêmes que Camille avait trouvées dans le bureau de sa mère. Images d'Aurélien Fournier et de Valérie de Montaigne dans des situations intimes, datant d'il y a 15 ans. Valérie se leva. « Ces photos sont fausses. Ils utilisent ma fille pour fabriquer des preuves. Ces reçus bancaires sont-ils faux aussi ?» Torres sortit un autre document. Transfert mensuel d'un compte au nom de Montaigne Entreprises vers un compte personnel du juge Fournier. 15 ans de paiement. Pouvez-vous expliquer cela, votre honneur? Le visage de Fournier était devenu rouge. Cette session est suspendue indéfiniment, déclara-t-il. Garde, escortez le procureur hors du tribunal. Vous ne pouvez pas faire ça, cria quelqu'un dans le public. J'exige une récusation, cria l'avocat commis d'office de Martine, retrouvant finalement son courage. Le désordre était total. Martine observait tout de sa place, sans pouvoir croire ce qui se passait. Des années d'humiliation, de silence, d'avoir ravalé sa douleur, et maintenant tout s'effondrait sous ses yeux. Mais quelque chose l'inquiétait. D'où le procureur avait-il tiré ces photographies? Qui les lui avait données? Un officier s'approcha du juge et lui parla à l'oreille. Fournier pâlit encore plus. « Quoi ?» murmura-t-il. L'officier répéta quelque chose. Le juge s'effondra sur sa chaise. « La cour d'appel a été notifiée », annonça l'officier à voix haute. Le juge Aurélien Fournier est suspendu de ses fonctions le temps d'enquêter sur les accusations de conflit d'intérêts. Fournier regarda Valérie. Elle lui rendit son regard. Et à ce moment, tous deux surent que le château de mensonges qu'ils avaient construit pendant 15 ans commençait à s'écrouler. L'affaire fut transférée à la juge Claire Moreau, une femme de 60 ans, connue pour son intégrité inébranlable. Elle avait refusé des pots de vin, des menaces et des offres de promotion tout au long de sa carrière. Son seul intérêt était la justice. La première décision de la juge Moreau fut de libérer Martine sous caution
pendant que les irrégularités de l'affaire précédente étaient examinées. Ce n'était pas un pardon, mais c'était une opportunité. Lorsque Martine sortit de prison cet après-midi-là, Camille l'attendait dehors avec l'assistante sociale. « Je ne pouvais pas te laisser pourrir là-dedans », dit la fillette en courant pour l'embrasser. Martine la serra fort, respirant l'odeur de ses cheveux. Ça sentait le shampoing à la fraise, le même qu'elle lui achetait quand elle était petite. « Comment as-tu obtenu ces photos ?» lui demanda-t-elle à voix basse. « Celles que le procureur a montrées au tribunal ? Je les ai trouvées dans le bureau de ma mère. Je les ai envoyées au procureur avant qu'elle ne me prenne le téléphone. C'était très dangereux. Valérie aurait pu. Je me fiche de ce qu'elle aurait pu faire, l'interrompit Camille. Tu es la seule à m'avoir aimé vraiment de toute ma vie, et maintenant je sais pourquoi. Martine se tendit. Que veux-tu dire? J'ai trouvé les papiers médicaux. Je sais que Valérie ne peut pas avoir d'enfant. Le cœur de Martine s'arrêta. Camille, tu es ma vraie maman, n'est-ce pas? Le monde sembla s'arrêter. Les voitures continuaient de passer. Les gens marchaient sur le trottoir, mais pour Martine, il n'existait que ce moment, et cette fillette qui la regardait avec des yeux pleins d'espoir et de peur. « Oui », murmura Martine. « Oui, je suis ta mère. » Camille la serra plus fort. Elle ne pleura pas. Elle la tint juste comme si elle avait peur que quelqu'un les sépare à nouveau. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Parce que si je l'avais fait, Valérie m'aurait détruite, et je n'aurais pas pu te voir grandir. Je préférais être ta cuisinière que de n'être rien. »« C'est fini, » dit Camille. « Plus personne ne nous séparera. » Martine voulait le croire, mais elle savait que Valérie ne renoncerait pas si facilement. Et il y avait autre chose, quelque chose que même Camille ne savait pas encore. Rémi, le père de Camille, l'homme qui avait disparu il y a 11 ans, l'homme qui pourrait peut-être détruire Valérie une bonne fois pour toutes, s'il était encore en vie. Le procureur Guillaume Tellier n'était pas homme à célébrer des victoires anticipées. La suspension du juge Fournier était une étape importante, mais l'affaire était loin d'être résolue. Il devait maintenant comprendre l'histoire complète. Cette nuit-là, Tellier rendit visite à Martine dans le petit appartement que l'assistante sociale lui avait temporairement trouvé. C'était un endroit modeste avec de vieux meubles et des murs écaillés. Mais pour Martine, c'était un palais comparé à la cellule. « J'ai besoin que vous me racontiez tout », dit Tellier en s'asseyant en face d'elle. Depuis le début, sans rien omettre. Martine le regarda avec prudence. « Comment puis-je savoir que je peux vous faire confiance ? Vous ne le savez pas, mais je suis votre meilleure option pour obtenir une vraie justice. Et quelque chose me dit que vous avez attendu très longtemps pour cela. » Martine garda le silence un instant, puis commença à parler. « Je suis arrivé à l'hôtel particulier de Montaigne il y a 12 ans. Rémi de Montaigne m'a engagé comme administratrice de ses affaires. J'avais un diplôme universitaire, de l'expérience, des références. Il m'a choisi parmi 50 candidats. Pourquoi avez-vous fini comme cuisinière? À cause de Valérie. Quand elle a découvert notre relation, elle m'a donné 2 options. Devenir servante ou aller en prison pour une fraude qu'elle inventerait. Elle avait les contacts pour le faire. Le juge Fournier n'était que l'un d'entre eux. Tellier prenait des notes. Quand votre relation avec Rémi a-t-elle commencé? 1 an après que j'ai commencé à travailler là. C'était progressif. Il était différent. Il n'était pas comme Valérie. L'argent ou le pouvoir ne l'intéressait pas. Il voulait juste être heureux. Et la grossesse? Martine ferma les yeux. Je suis tombée enceinte au bout de 2 ans de relation. Rémi voulait quitter Valérie. Il allait demander le divorce, mais elle l'a appris avant. Comment? Je ne l'ai jamais su avec certitude. Je crois qu'elle nous surveillait, ou que quelqu'un l'a averti. Et que s'est-il passé quand la fillette est née? La voix de Martine se brisa. Ils me l'ont enlevée. 1 semaine après l'accouchement, Valérie est arrivée avec des avocats et des documents. Elle a dit que le bébé serait enregistré comme sa fille et celle de Rémi, que si je disais quelque chose, j'irais en prison et que je ne la reverrais jamais. Et Rémi ne vous a pas défendu? Il a essayé, mais Valérie avait plus de pouvoir. Elle l'a menacé de le détruire publiquement, de lui enlever tout. Finalement, Rémi a quitté le pays. On m'a dit qu'il était au Maroc, mais je n'ai jamais plus eu de ses nouvelles. Tellier arrêta d'écrire. « Êtes-vous sûr qu'il est parti volontairement ?» Martine le regarda avec surprise. « Que voulez-vous dire ? Je veux dire que Valérie a prouvé qu'elle était capable de beaucoup de choses. Êtes-vous sûr que Rémi est simplement parti ?» C'était une question que Martine s'était posée maintes fois et la réponse l'avait toujours terrifiée. Tellier passa les jours suivants à enquêter sur tout ce qu'il pouvait sur Rémi de Montaigne. Les registres officiels indiquaient qu'il avait quitté le pays il y a 11 ans à destination de Casablanca, au Maroc. Il avait vendu ses actions de l'entreprise familiale à Valérie pour une somme ridiculement basse. Il avait signé la renonciation à l'autorité parentale de Camille. Tout semblait volontaire,
mais quelque chose ne cadrait pas. Tellier parla avec d'anciens employés de Montaigne Entreprises. Tous décrivaient Rémi comme un homme passionné par son travail, dévoué, presque obsessionnel avec les détails. Ce n'était pas le genre de personne qui abandonnerait tout du jour au lendemain. Il enquêta également sur les finances et là, il trouva quelque chose d'intéressant. Les transferts au juge Fournier n'étaient pas les seules irrégularités. Il y avait des paiements mensuels à une clinique privée à Genève. Des paiements qui avaient commencé exactement il y a 11 ans et qui continuaient à ce jour. Quel genre de traitement médical durait 11 ans? Tellier décida de rendre visite à quelqu'un qui pourrait avoir des réponses. Denis, le vieux jardinier de l'hôtel particulier de Montaigne. Il le trouva dans un bistrot du centre, buvant seul dans un coin sombre. Denis avait 70 ans, les mains calleuses par des décennies de travail et les yeux de quelqu'un qui a trop vu. « Je ne veux pas d'ennui », dit-il lorsque Tellier s'assit en face de lui. « Je ne viens pas vous causer d'ennui, je veux juste la vérité. La vérité est dangereuse. Plus dangereux est de laisser des personnes innocentes payer pour des crimes qu'elles n'ont pas commis. » Denis but une longue gorgée de sa bière. « Que voulez-vous savoir ?»« Tout, depuis le début. » Le vieil homme soupira. « J'étais là la nuit où la fillette est née. Martine a accouché à la maison, dans sa chambre de service. Rémi était avec elle. Ce fut le moment le plus heureux que j'ai vu dans cet hôtel particulier. Et après, l'enfer est arrivé. Valérie est apparue avec des hommes en costume, des avocats, je suppose. Ils ont dit à Rémi que s'il ne coopérait pas, il publierait des photos de Martine enceinte. Il l'accuserait de viol, détruirait son nom. Viol? Mais la relation était consensuelle. Vous et moi le savons. Mais, dans un tribunal avec les juges que Valérie contrôle, qui aurait cru une employée contre l'épouse d'un millionnaire? Tellier comprenait. C'était le même système corrompu qui avait failli condamner Martine pour un vol qu'elle n'avait pas commis. Rémi est parti de son plein gré? Denis baissa la voix. Je ne sais pas. Je l'ai vu sortir de la maison cette nuit-là avec une valise. Il avait l'air d'un homme vaincu. Mais il y a quelque chose qui m'a toujours paru étrange. Quoi? Avant de partir, il m'a donné une lettre. Il m'a dit de la garder et de ne l'ouvrir que si quelque chose de mal arrivait à Martine ou à la fillette. Tellier se pencha en avant. « Vous avez toujours cette lettre ?» Denis hocha la tête lentement. « Je l'ai gardée pendant 11 ans. Je crois qu'il est temps de l'ouvrir. » La lettre était rangée dans une boîte en métal sous le lit de Denis. Le papier avait jauni avec les années, mais l'encre était toujours lisible. Tellier la lut à voix haute, tandis que Denis écoutait avec une expression grave. « À qui de droit? Si vous lisez ceci, cela signifie que quelque chose de grave est arrivé, quelque chose que j'ai toujours craint. Mon nom est Rémi de Montaigne. Je suis le père biologique d'une fillette nommée Camille, née le 15 mars il y a 11 ans. Sa mère biologique est Martine Dubois, la femme que j'aime et que je n'ai pas pu protéger. Mon épouse, Valérie de Montaigne, m'a obligé à quitter le pays sous la menace de détruire Martine et de garder ma fille. Je n'ai d'autre choix que d'obéir, mais je veux laisser une trace de la vérité au cas où quelqu'un en aurait besoin un jour. Valérie ne peut pas avoir d'enfant. Nous le savions avant de nous marier. Elle m'a convaincu que nous adopterions, mais elle ne l'a jamais fait. Quand elle a découvert que Martine était enceinte, elle a vu une opportunité. Elle ne se souciait pas de la fillette. Elle se souciait d'avoir une héritière qui légitimerait sa position dans la famille. J'ai laissé un fonds fiduciaire au nom de ma fille biologique qui s'activera à ses 12 ans. Les documents sont avec le comptable de la famille, Alain Bernard. Il est le seul à connaître la vérité complète, mais il a trop peur de Valérie pour parler. Si Martine ou Camille sont en danger, cherchez Alain. Il a les preuves dont vous avez besoin. S'il vous plaît, protégez ma fille. C'est la seule bonne chose que j'ai laissée dans ce monde. Rémi de Montaigne. Tellier plia la lettre avec précaution. Savez-vous où se trouve cet Alain Bernard? Il travaille toujours pour la famille. Il est le seul qui est là depuis plus longtemps que moi. Pourquoi n'avez-vous jamais montré cette lettre avant? Denis le regarda avec des yeux fatigués. Parce que j'avais peur. Valérie a des yeux partout, et j'ai une fille et des petits-enfants à protéger. Et maintenant? Maintenant, je suis vieux et je suis fatigué de vivre avec ce poids. Si je peux aider cette fillette et Martine avant de mourir, j'aurai au moins fait quelque chose de bien. Tellier rangea la lettre dans sa mallette. Ceci change tout. Avec cette lettre et le témoignage d'Alain Bernard, nous pouvons prouver que Valérie s'est approprié illégalement une mineure, et Rémi croit qu'il est toujours en vie. C'est ce que je vais découvrir. Alain Bernard était un homme de 55 ans avec un costume bon marché et une expression de nervosité perpétuelle. Il était le comptable de la famille de Montaigne depuis 30 ans. D'abord sous les ordres du père de Rémi, puis sous Rémi lui-même,
et finalement sous le joug de Valérie. Lorsque Tellier lui rendit visite dans son bureau, Alain faillit faire une crise cardiaque. « Je ne peux pas vous parler, dit-il en fermant la porte derrière lui. Si Valérie l'apprend. Valérie est sous enquête pour de multiples délits. Elle n'a plus le pouvoir qu'elle avait. Vous ne comprenez pas. Elle a des contacts, des gens dangereux. » Tellier posa la lettre de Rémi sur le bureau. « Reconnaissez-vous cette écriture ?» Alain pâlit en la lisant. « Où avez-vous trouvé ça ?» Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous avez des preuves qui peuvent couler Valérie une bonne fois pour toutes. Des documents du fonds fiduciaire, des registres des irrégularités financières. Si je remets ces documents, je suis mort. Si vous ne les remettez pas, une femme innocente peut retourner en prison et une fillette continuera d'être l'otage d'une criminelle. » Alain s'effondra sur sa chaise. Ses mains tremblaient. « Il y a quelque chose que vous ne savez pas, » dit-il finalement. Quelque chose que même Rémi ne savait pas quand il a écrit cette lettre. « Quoi ? Rémi est vivant. » Tellier resta immobile. « Comment le savez-vous ? » « Parce que je lui envoie de l'argent chaque mois à une clinique à Genève. »« Quel genre de clinique ?» Alain déglutit. « Une clinique psychiatrique. Valérie l'y a interné il y a 11 ans. Elle a dit au médecin qu'il avait fait une dépression mentale, qu'il était un danger pour lui-même et pour les autres. Et les médecins l'ont cru ? Valérie a payé suffisamment pour qu'il ne pose pas de questions. Rémi est enfermé là-bas depuis lors, sous médicaments, isolé. Il ne sait probablement même pas quelle année on est. » Tellier sentit son sang bouillir. « Vous êtes en train de me dire que Valérie a enfermé son propre mari dans un hôpital psychiatrique pour garder sa fortune et sa fille ? C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi n'avez-vous jamais rien dit ?» Alain le regarda avec honte. « Parce que je suis un lâche. Et parce que Valérie m'a menacé de faire la même chose à ma famille si je parlais. » Tellier se leva. « J'ai besoin de tous les documents que vous avez, le fonds fiduciaire, les transferts, les registres de la clinique, tout. Si je fais ça, ma vie est finie. Si vous ne le faites pas, votre conscience le sera. » Alain ferma les yeux un long moment. Quand il les ouvrit, il avait pris une décision. « Je vous apporterai tout demain, mais après ça, j'ai besoin de disparaître. » La nouvelle que Rémi de Montaigne pourrait être vivant se répandit rapidement parmi ceux qui suivaient l'affaire. Mais Valérie ne le savait pas encore, ou du moins c'est ce que croyait Tellier. Alors qu'il préparait le prochain mouvement légal, quelque chose d'inattendu se produisit. Camille reçut une visite. Elle était dans l'appartement temporaire avec Martine lorsque la sonnette retentit. Martine ouvrit avec prudence. Devant elle, il y avait un homme d'une 50aine d'années, mince, avec une barbe grise et des yeux enfoncés. Il portait des vêtements simples et n'avait qu'un sac à dos. « Martine Dubois ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Elle le regarda sans le reconnaître au début. Mais quelque chose, dans ses yeux, quelque chose de familier. « Rémi ?» L'homme hocha la tête lentement. Martine se couvrit la bouche avec ses mains. Les larmes commencèrent à couler sans contrôle. « Je pensais que tu étais mort. J'ai failli l'être. J'étais très proche. » Camille apparut derrière Martine. « Qui est-ce » demanda-t-elle. Rémi la regarda, et pour la première fois depuis 11 ans, il vit sa fille. Ce n'était plus le bébé qu'on lui avait arraché des bras. C'était une fillette forte, courageuse, avec les mêmes yeux que sa mère. « Je suis ton père » dit Rémi, « et je suis venu finir ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. » Camille ne courut pas pour l'embrasser. Elle ne le connaissait pas, elle avait seulement entendu dire qu'il l'avait abandonnée. « Pourquoi es-tu parti » demanda-t-elle froidement. « Pourquoi nous as-tu laissés avec elle ?»« Je ne suis pas parti. Ils m'ont enfermé. Valérie m'a interné dans un hôpital psychiatrique pendant 11 ans. Ils m'ont médicamenté jusqu'à ce que je ne me rappelle même plus mon propre nom. »« Et comment t'es-tu échappé ?» Rémi regarda Martine. « Le comptable, Alain. Il a cessé d'envoyer les paiements de la clinique il y a 1 mois. Les médecins ont commencé à poser des questions. L'un d'eux, plus jeune, a examiné mon dossier et a vu les incohérences. Il m'a aidé à sortir. » Martine ne pouvait s'arrêter de pleurer. « 11 ans, Rémi. 11 ans à penser que tu m'avais abandonné. Je sais et je suis désolé, mais je suis là maintenant et j'ai des preuves de tout ce que Valérie a fait. » Rémi ouvrit son sac à dos et en sortit un épais dossier. Des enregistrements, des documents, des témoignages d'employés de la clinique, assez pour l'enfermer à vie. Camille s'approcha finalement. « Tu es vraiment mon papa ?» Rémi hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, et je suis désolé de ne pas avoir été là pour toi, mais maintenant, je vais tout arranger, je te le promets. » Le retour de Rémi de Montaigne était le coup que personne n'attendait. Même Tellier, qui cherchait des preuves qu'il était en vie, n'imaginait pas qu'il apparaîtrait de son propre chef. « Comment es-tu arrivé jusqu'ici ?» lui demanda Tellier lorsqu'ils se rencontrèrent dans son bureau. « Quand je me suis échappé de la clinique, je n'avais rien.
Ni argent, ni documents, ni idée d'où j'étais. J'ai passé des semaines à chercher un moyen de revenir. Un camionneur m'a ramené de Genève en échange d'aide avec la cargaison. Et comment as-tu su où trouver Martine? Alain m'a laissé une note avant de disparaître. Il m'a tout raconté. Le procès, la vidéo de Camille, l'enquête. J'ai su que je devais venir immédiatement. Tellier examina les documents que Rémi avait apportés. Ils étaient explosifs. Des dossiers médicaux falsifiés. Des ordres d'internement signés par un juge corrompu. Des transferts d'argent à la clinique pendant 11 ans. Ce juge qui a signé ton internement, c'est Aurélien Fournier, confirma Rémi. Le même qui présidait le procès de Martine. Cela explique beaucoup de choses. Rémi se pencha en avant. Il y a autre chose que tu dois savoir. Valérie n'a pas agi seule dans tout ça. Elle a des partenaires, des gens puissants qui ont profité de mes affaires pendant des années. Qui? Des politiciens, des hommes d'affaires, même quelques juges, en plus de Fournier. C'est un réseau complet de corruption qui utilise ma fortune pour financer ses opérations. Tellier sentit le poids de ce que disait Rémi. C'est plus grand que ce que je pensais. C'est pourquoi tu ne peux pas simplement arrêter Valérie et t'attendre à ce que tout se termine. Elle parlera, elle négociera, elle livrera les autres pour se sauver, et le réseau continuera de fonctionner. Alors, que proposes-tu? Rémi sortit un dernier document de son sac à dos. J'ai les noms de tous, et j'ai des preuves contre chacun, mais j'ai besoin que cela soit géré avec prudence. Si nous nous précipitons, les preuves et les personnes disparaîtront. Tellier prit le document. C'était une liste de 15 noms. Il en reconnut immédiatement certains. Des hommes d'affaires célèbres, un sénateur, 2 juges fédéraux. Ceci pourrait détruire des carrières entières. C'est exactement ce que je veux, dit Rémi. Ils ont détruit ma vie. Ils ont détruit Martine. Ils ont failli détruire ma fille. Il est temps qu'ils paient. Valérie de Montaigne n'était pas stupide. Elle savait que quelque chose avait changé. Ses appels au juge Fournier ne recevaient plus de réponse. Alain Bernard avait disparu sans laisser de traces. Et les avocats qui, auparavant, lui léchaient les mains, évitaient maintenant ses appels. Elle décida de prendre des mesures. Cette nuit-là, Valérie rendit visite à quelqu'un qui lui devait encore des faveurs, le sénateur Hervé Parmentier, l'un des noms sur la liste de Rémi. Ils se rencontrèrent dans un restaurant privé, loin des regards curieux. « J'ai besoin que tu fasses disparaître cette affaire », lui dit Valérie sans détour. « Ce n'est pas si simple », répondit Parmentier nerveux. « Le procureur Tellier est intouchable, et maintenant il y a des rumeurs selon lesquelles Rémi est en vie. » Valérie pâlit. « Qu'as-tu dit ? Il y a des gens qui l'ont vu en ville. Si c'est vrai, tu as un problème beaucoup plus grand qu'une affaire de vol. Rémi est dans une clinique à Genève. Il est là depuis 11 ans. Apparemment plus maintenant. » Valérie sentit le monde s'effondrer sous ses pieds. Si Rémi était vivant et libre, il avait suffisamment de preuves pour la couler. Il avait gardé des copies de tout. Il avait toujours été trop prudent. « J'ai besoin de protection, dit-elle. Si je tombe, nous tombons tous. Ne me menace pas, Valérie. Ce n'est pas une menace, c'est un fait. J'ai des documents qui t'impliquent, toi et 12 autres. Si je vais en prison, ces documents arrivent à la presse. » Parmentier la regarda avec un mélange de haine et de peur. « Que veux-tu ? Je veux que Rémi disparaisse vraiment cette fois, et je veux que ce procureur soit retiré de l'affaire. C'est impossible. Alors trouve un moyen de le rendre possible ou nous finirons tous en prison. » Parmentier resta silencieux un long moment. « Il y a un moyen, dit-il finalement, mais c'est risqué. Parle. Je peux faire transférer Tellier dans un autre district et je peux envoyer des gens chercher Rémi avant qu'il ne témoigne. Fais-le. Et si quelque chose tourne mal ?» Valérie sourit froidement. « Si quelque chose tourne mal, je m'assurerai que nous coulions tous ensemble. » La juge Claire Moreau convoqua une audience d'urgence 3 jours plus tard. L'affaire avait pris des dimensions que personne n'avait anticipées. La salle était comble. Martine était assise à côté de sa nouvelle avocate, une que Tellier lui avait trouvée. Une femme nommée Patricia Vega, spécialiste des cas d'abus institutionnels. Camille était dans la galerie avec l'assistante sociale, et pour la première fois depuis 11 ans, Rémi de Montaigne était présent au tribunal. Valérie fut escortée par 2 officiers. Elle ne portait plus de noir, ni ne pleurait avec élégance. Elle avait des cernes profonds, et les cheveux en désordre. Le masque de la victime était tombé. La juge Moreau prit la parole. Cette audience a pour but d'examiner les nouvelles preuves présentées dans l'affaire de Montaigne contre Dubois. Étant donné que les circonstances ont radicalement changé, j'ai décidé d'élargir la portée de l'enquête. Valérie regarda son avocat, mais il évita ses yeux. Il ne voulait plus la défendre. « Procureur Tellier, pouvez-vous présenter vos conclusions ?» Tellier se leva. «
Votre honneur, ces dernières semaines, nous avons découvert une conspiration qui s'étend sur plus d'une décennie. Valérie de Montaigne, en complicité avec le juge Aurélien Fournier et d'autres individus, a commis les délits suivants. Appropriation illégale d'une mineure, internement frauduleux de son époux Rémy de Montaigne, détournement de fonds familiaux et fabrication de preuves pour incriminer une personne innocente. Le murmure dans la salle fut intense. La juge demanda le silence. De plus, continua Tellier, nous avons des preuves que cette conspiration implique des fonctionnaires de haut niveau. Je demande l'ouverture d'une enquête fédérale et la détention préventive de l'accusé. Valérie se leva. C'est une chasse aux sorcières. Ils utilisent ma fille et une servante pour me détruire. Asseyez-vous, Madame de Montaigne, ordonna la juge. Je ne vais pas m'asseoir. Cette fillette n'est pas la fille de cette femme. J'ai les documents qui le prouvent. Les documents que vous avez sont faux, intervint Rémy depuis sa place. J'étais présent lorsque Camille est née. Martine est sa mère biologique et vous le savez parfaitement. Valérie le regarda avec une haine pure. Tu devrais être enfermé. J'étais enfermé 11 ans par ton ordre. La juge frappa son marteau. Ordre, Madame de Montaigne. Vous êtes détenue pendant que ces accusations sont examinées. Officier, emmenez-la. Yuganandaliso, distanso, azitasur. Pendant que les gardes s'approchaient de Valérie, elle cria une dernière chose. Ça ne s'arrête pas là. J'ai des informations sur tout le monde. Si vous me coulez, je vous coule avec moi. Les portes se fermèrent derrière elle, mais tout le monde dans la salle savait qu'elle avait raison. Cela ne faisait que commencer. La détention de Valérie de Montaigne fit la une de toutes les chaînes. Les caméras capturèrent le moment où elle fut sortie du tribunal, les mains menottées, criant des menaces que personne ne voulait entendre. Pour le public, c'était la fin d'une méchante. Pour ceux qui connaissaient l'histoire complète, ce n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Martine observait tout depuis la salle sans pouvoir y croire. 12 ans de silence, d'humiliation, d'avoir ravalé sa douleur chaque fois qu'elle voyait Camille appeler une autre femme « maman ». Et maintenant, enfin, la vérité éclatait au grand jour. Mais elle ne ressentait pas de joie, elle ressentait de la peur, car Valérie n'était pas le genre de personne qui abandonnait, et ces derniers mots résonnaient dans l'esprit de Martine. « Si vous me coulez, je vous coule avec moi ». Cette nuit-là, Martine, Rémy et Camille dînèrent ensemble pour la première fois en famille. L'appartement était petit, la nourriture était simple, mais aucun des trois n'avait vécu quelque chose de tel depuis plus d'une décennie. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Camille, remuant sa nourriture dans son assiette sans manger. « L'enquête va continuer », répondit Rémy. « Tellier a suffisamment de preuves pour garder Valérie enfermée longtemps. Et les autres, ceux que tu as mentionnés, les politiciens et les hommes d'affaires ?» Rémy échangea un regard avec Martine. « C'est plus compliqué. Ils ont du pouvoir, de l'argent, des influences. Ce ne sera pas facile de les toucher. » Camille posa sa fourchette sur la table. « Alors, ils pourraient s'en tirer ?»« Pas si je peux l'éviter, » dit Rémy. « Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose, Camille. Ce qui vient ne sera pas facile. Ils vont nous attaquer. Ils vont essayer de nous discréditer. Ils vont dire que ta mère et moi sommes les méchants de cette histoire. Ma mère est assise ici, » répondit Camille, pointant Martine. « L'autre femme n'a jamais été ma mère. » Martine sentit son cœur se remplir de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, l'espoir. Mais cet espoir fut de courte durée. Le téléphone de Rémy sonna. C'était Tellier. « Nous avons un problème, » dit le procureur. « Valérie a demandé à parler. Elle dit qu'elle a des informations sur toi et que cela changera tout. » Rémy fronça les sourcils. « Quel genre d'informations ?»« Elle n'a pas voulu me le dire. Elle ne veut parler qu'avec toi, seul à seul. » La prison préventive où Valérie était détenue était un bâtiment gris en banlieue. Rémy arriva le lendemain matin, escorté par Tellier et 2 officiers. Il ne voulait pas être là, mais il avait besoin de savoir ce qu'elle manigançait. La salle de visite était froide, avec des murs en béton et une table en métal boulonnée au sol. Valérie était assise de l'autre côté, portant l'uniforme orange des détenus et sans une goutte de maquillage. Elle paraissait 10 ans de plus que la dernière fois que Rémy l'avait vue clairement. « Tu es venu, » dit-elle avec un sourire amer. « Je pensais que tu aurais peur. » « Peur de quoi ? De la vérité. » Rémy s'assit en face d'elle. « Quelle vérité ? Tout le monde sait déjà ce que tu as fait. Tout le monde sait ce que j'ai fait. Mais personne ne sait ce que toi tu as fait. » « Je n'ai rien fait. » Valérie se pencha en avant. « Non ? Et qu'en est-il des contrats que tu as signés avec le réseau de trafic international il y a 15 ans ? Les cargaisons qui passèrent par tes entrepôts sans que personne ne pose de questions ? » Rémy pâlit. « C'était avant de te connaître et je ne savais pas ce qu'ils transportaient.
Mais tu as signé les papiers et j'ai des copies. Ces documents ne prouvent rien. Ils prouvent que tu faisais partie du commerce. Et si ces documents arrivent entre les bonnes mains, tu passeras le reste de ta vie en prison. Tout comme moi. Rémi la regarda avec mépris. Que veux-tu? Je veux un accord. Tu retires les accusations contre moi. Tu convaincs Tellier que j'ai été manipulé par Fournier et je garde le silence sur ton passé. Et Martine? Et Camille? Martine peut garder la fillette. Je m'en fiche maintenant. Elle ne m'a jamais vraiment importé. C'était juste un outil pour maintenir l'image de la famille parfaite. Rémi serra les poings sous la table. Tu es un monstre. Je suis une survivante, tout comme toi. La différence est que je ne prétends pas être une bonne personne. Rémi se leva. Je ne ferai aucun accord avec toi. Je préfère aller en prison plutôt que de te laisser libre. Valérie sourit. Alors on se verra en enfer, mon cher, car si je tombe, je t'entraîne avec moi. Cito. Insanze, e biezing, contenli, anostatafan. Rémi sortit de la prison avec le poids du monde sur ses épaules. Les mots de Valérie le hantaient. Elle avait raison. Il y a 15 ans, quand il était jeune et ambitieux, il avait signé des contrats sans poser de questions. Des contrats qui s'étaient avérés être des façades pour des opérations illégales. Quand il avait découvert la vérité, il s'était immédiatement éloigné. Il avait coupé tous les liens, détruit les documents qu'il avait, et juré de ne jamais revenir dans ce monde. Mais Valérie avait apparemment conservé des copies. Cette nuit-là, Rémi raconta tout à Martine. « J'ai été un idiot, dit-il, assis sur le bord du lit, la tête entre les mains. J'étais jeune, je voulais de l'argent rapidement, et je n'ai pas demandé d'où il venait. » Martine l'écouta en silence. « Savais-tu que c'était illégal? » ?»« Non, au début. Quand je l'ai découvert, je me suis retiré, mais le mal était déjà fait. »« Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? » ?»« Parce que j'avais honte, et parce que je pensais que c'était enterré à jamais. » Martine s'approcha et lui prit les mains. « Nous faisons tous des erreurs. L'important est ce que nous faisons après. Ce que j'ai fait après, c'est fuir Valérie et te laisser seule avec notre fille. Je ne suis pas un héros, Martine. Je n'ai pas besoin d'un héros. J'ai besoin de quelqu'un qui est prêt à se battre. Es-tu prêt? » Rémi la regarda dans les yeux. « Oui. Alors nous allons affronter ça ensemble. Si Valérie a des documents, nous avons la vérité. Et la vérité finit toujours par éclater. » Dans la chambre d'à côté, Camille était réveillée, écoutant tout à travers le mur mince. Elle venait de découvrir que son père n'était pas parfait, qu'il avait commis de graves erreurs, que l'homme qui était revenu pour la sauver avait ses propres démons. Mais au lieu de se sentir déçue, elle ressentit quelque chose de différent, de la compréhension. Car s'il y avait quelque chose que Camille avait appris au cours de ses 11 ans de vie, c'était que les gens ne sont ni complètement bons ni complètement mauvais, ils sont humains, et les humains se trompent. La question était, les erreurs du passé pouvaient-elles détruire l'opportunité d'un avenir meilleur? Le procureur Tellier accueillit la nouvelle avec inquiétude. Si Valérie avait réellement des documents incriminant Rémi, l'affaire se compliquait énormément. La défense pourrait argumenter que Rémi n'était pas une victime, mais un complice qui cherchait maintenant à se venger. « J'ai besoin que tu me racontes tout », dit Tellier à Rémi dans son bureau. Sans rien omettre, Rémi lui expliqua la situation. Les contrats d'il y a 15 ans, son ignorance initiale, sa décision de s'éloigner lorsqu'il avait découvert la vérité. Y a-t-il quelque chose qui te lie directement à des activités criminelles? Seulement ma signature sur ces contrats. Je n'ai participé à aucune opération. Je n'ai pas reçu d'argent d'eux. Je n'ai pas su ce qu'ils transportaient avant-après. Peux-tu le prouver? Je peux prouver que je me suis éloigné. Je peux prouver que j'ai dénoncé ces personnes de manière anonyme 1 an plus tard. Mais je ne peux pas prouver ce que je ne savais pas à ce moment-là. Tellier se pencha en arrière sur sa chaise, pensif. Valérie va utiliser ça comme monnaie d'échange. Si l'affaire arrive au procès, sa défense va te présenter comme le vrai criminel. Je sais. Il y a une autre option, dit Tellier. Tu peux déclarer volontairement ton passé, prendre de vitesse Valérie. Si tu te confesses avant qu'elle ne t'expose, l'impact sera moindre, et l'affaire contre elle continuera. Ce que tu as fait il y a 15 ans ne justifie pas ce qu'elle a fait pendant 11 ans, mais tu dois être prêt à en subir les conséquences. Rémi resta silencieux un instant. Pourrais-je aller en prison? C'est possible. Cela dépend de ce qu'ils trouvent lorsqu'ils enquêteront sur ces contrats. C'était une décision impossible. Se confesser signifiait risquer sa liberté. Ne pas se confesser signifiait donner à Valérie le pouvoir de le détruire. J'ai besoin d'y réfléchir, dit Rémi. Tu n'as pas beaucoup de temps. Valérie parle déjà avec des avocats. Rémi quitta le bureau de Tellier sentant que le sol s'enfonçait sous ses pieds. Il était revenu pour sauver sa famille, mais maintenant, il semblait qu'il pourrait finir par la détruire. Cette nuit-là, Camille prit une décision.
Elle avait écouté les conversations, elle avait vu l'angoisse sur les visages de ses parents, et elle décida qu'il était temps d'agir. Sans rien dire à personne, elle quitta l'appartement pendant que Martine et Rémi dormaient. Elle prit un taxi jusqu'à la prison où Valérie était détenue. Elle n'avait pas de rendez-vous, pas de permission, mais elle avait quelque chose de plus puissant, de la détermination. « J'ai besoin de voir Valérie de Montaigne », dit-elle au gardien à l'entrée. « Êtes-vous de la famille ? Je suis sa fille. » Le gardien la regarda avec surprise. Tout le monde avait vu les nouvelles. Tout le monde savait qui était Camille. « Attendez ici. » 30 minutes plus tard, Camille était assise dans la salle de visite. Valérie entra, escortée par 2 gardes. Lorsqu'elle vit la fillette, son expression passa de la surprise à la suspicion. « Que fais-tu ici ? Je suis venu te parler. Seule. Ta mère de substitution t'a laissé venir ? Elle ne sait pas que je suis ici. » Valérie s'assit en face d'elle avec un sourire calculateur. « Intéressant. Et de quoi veux-tu parler ? Je veux que tu laisses Rémi tranquille. Ton père, celui qui t'a abandonné pendant 11 ans, il ne m'a pas abandonné, tu l'as enfermé. Détail. Le fait est que maintenant il vient jouer le héros, et il s'attend à ce que nous oublions tous ses propres péchés. » Camille la regarda droit dans les yeux. « Que veux-tu pour le laisser tranquille ?» Valérie se pencha en avant, intriguée. « Tu négocies avec moi. Une fillette de 11 ans. J'ai quelque chose que tu veux. Qu'est-ce que tu pourrais avoir qui m'intéresse ?» Camille sortit un papier plié de la poche de sa veste. C'était une copie du document du fonds fiduciaire, le fonds que Rémi avait laissé à son nom et qui s'activerait à ses 12 ans. « Je sais que tu voulais garder cet argent, » dit Camille. « C'est pourquoi tu as essayé de faire sortir Martine de la maison avant mon anniversaire. Si tu t'engages à ne pas utiliser ces documents contre Rémi, quand j'aurai 12 ans, je te transférerai tout le fonds fiduciaire. » Valérie la regarda avec un mélange d'admiration et de mépris. « Tu es plus intelligente que je ne le pensais, mais il y a un problème. »« Lequel ? » ?»« Je ne te fais pas confiance. Comment puis-je savoir que tu tiendras parole ? Parce que, contrairement à toi, j'ai une parole. » Le silence entre elles fut dense. Valérie étudiait la fillette, cherchant des signes de faiblesse. Elle n'en trouva aucun. « J'y réfléchirai, » dit-elle finalement. Quand Martine découvrit que Camille était allée voir Valérie, elle faillit faire une crise cardiaque. « Tu es folle » cria-t-elle. « Cette femme est dangereuse. Elle aurait pu te faire du mal. J'étais dans une prison, maman, avec des gardes. Elle ne pouvait rien me faire. Cela n'a pas d'importance. Tu ne peux pas prendre de telles décisions sans nous consulter. » Rémi intervint d'une voix plus calme. « Camille, qu'est-ce que tu lui as dit exactement ?» Camille leur expliqua l'offre qu'elle lui avait faite. Le fonds fiduciaire en échange du silence. « Tu ne peux pas faire ça, » dit Martine. « Cet argent est à toi. Ton père l'a laissé pour ton avenir. Mon avenir n'a pas d'importance si mon père est en prison. De plus, je n'ai pas besoin de cet argent. J'ai besoin de vous deux. » Rémi s'agenouilla devant sa fille. « Écoute-moi bien. Ce que tu as fait était très courageux, mais aussi très risqué. Valérie n'est pas quelqu'un avec qui on peut négocier. Elle prendra ce que tu lui offres et continuera d'attaquer. Alors, que faisons-nous ? Nous faisons ce qui est juste. Je vais me confesser sur mon passé avant qu'elle ne puisse l'utiliser contre moi. Mais tu pourrais aller en prison. C'est possible. Mais je préfère affronter les conséquences de mes erreurs que de vivre dans la peur que quelqu'un les utilise pour me contrôler. » Camille serra son père dans ses bras. « Je ne veux pas te perdre à nouveau. Tu ne vas pas me perdre. Quoi qu'il arrive, nous serons ensemble. Être pas physiquement, mais ensemble. » Martine se joignit à l'étreinte. Pour la première fois depuis 11 ans, les trois étaient du même côté, contre le monde s'il le fallait. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Valérie avait déjà pris une décision et ce n'était pas celle que Camille attendait. Le lendemain, Valérie demanda une audience d'urgence. Son avocate, une nouvelle qu'elle avait engagée avec le peu d'argent qu'il lui restait, présenta une motion surprise. « Ma cliente souhaite faire une déclaration », annonça-t-elle. « Elle a des informations pertinentes sur des activités criminelles impliquant de multiples individus de haut niveau. » La juge Moreau fronça les sourcils. « Cherche-t-elle un accord ? Ma cliente est disposée à coopérer entièrement en échange d'une réduction de peine. » Tellier se leva. « Votre honneur, ceci est clairement une tactique pour détourner l'attention de l'affaire principale. »« Ce n'est pas une distraction, » répondit l'avocate de Valérie. « Ma cliente a des documents qui prouvent l'implication de Rémi de Montaigne dans des opérations de trafic international il y a 15 ans. » Le murmure dans la salle fut immédiat. Rémi, assis dans la galerie, sentit son estomac se nouer. Valérie l'avait trahi. Malgré l'offre de Camille, elle avait décidé d'attaquer. « De plus, » continua l'avocate, « ma cliente a des informations sur le réseau de corruption qu'a mentionné le procureur Tellier. Des noms, des dates, des montants, tout. »
La juge Moreau examina la situation. « Procureur Tellier, qu'en pensez-vous » Tellier mit du temps à répondre. C'était un piège, il le savait, mais c'était aussi une opportunité. Si Valérie avait vraiment des informations sur le réseau de corruption, cela pourrait valoir la peine de l'écouter. « Je suis disposé à considérer un accord, » dit-il finalement. « Mais j'ai besoin de voir les preuves avant de m'engager à quoi que ce soit. »« Inacceptable, » répondit l'avocate. « Ma cliente ne montrera rien tant qu'un accord ne sera pas signé. »« Alors, il n'y a pas d'accord. » Valérie se leva. « Attendez !» cria-t-elle. « Il y a autre chose, quelque chose que personne ne sait encore. Asseyez-vous, Madame de Montaigne, » ordonna la juge. Le juge Fournier n'a pas agi seul. Il a un associé, quelqu'un qui a protégé ce réseau depuis l'ombre pendant 20 ans. Quelqu'un qui est dans cette même salle. Tout le monde regarda autour de soi. Qui cela pouvait-il être? Valérie désigna directement une personne dans la galerie. « Lui, le sénateur Hervé Parmentier, et je peux le prouver. » Le sénateur Parmentier pâlit, il tenta de se lever, mais 2 officiers se dirigeaient déjà vers lui. « C'est absurde, » cria-t-il. « Cette femme ment pour se sauver. »« J'ai des enregistrements, » dit Valérie calmement. « Des conversations où le sénateur ordonne des transferts illégaux, des pots de vin à des juges, l'intimidation de témoins. Tout est documenté. » La juge Moreau frappa le marteau. « Ordre, sénateur Parmentier, veuillez rester à votre place pendant que nous évaluons ces accusations. » « Vous ne pouvez pas m'arrêter, j'ai l'immunité parlementaire. »« Votre immunité ne s'applique pas au cas de crime grave, » répondit la juge. « Officier, assurez-vous que le sénateur ne quitte pas la salle. » Tellier s'approcha de l'estrade. « Votre honneur, je demande un ajournement pour évaluer les preuves que Madame de Montaigne affirme détenir. » Accordé. Ajournement de 2 heures. Pendant que les officiers ramenaient Valérie à sa cellule, elle passa devant Rémi et lui murmura « Je t'ai dit que si je tombais, je les entraînerai avec moi, mais pas toi. Eux, toi et moi, on parlera après. » Rémi ne sut que penser. Valérie le protégeait-elle, ou était-ce un autre piège? Pendant l'ajournement, Tellier examina les preuves que Valérie avait fournies. Elles étaient dévastatrices. Des enregistrements audio où le sénateur Parmentier donnait des ordres directs, des documents avec sa signature, des photographies compromettantes. « C'est authentique, » dit Tellier. « Tout cela est authentique. » « Qu'est-ce que cela signifie pour mon affaire ?» demanda Rémi. « Cela signifie que Valérie vient de devenir le témoin le plus précieux de cette enquête. Si elle coopère entièrement, elle pourrait obtenir une réduction significative de sa peine. Et mes contrats ?» Tellier le regarda avec une expression sérieuse. Elle n'a rien mentionné à ce sujet dans sa déclaration, elle n'a attaqué que Parmentier et Fournier. Pourquoi me protégerait-elle? Je ne sais pas, mais quelque chose a changé et nous devons le découvrir. Cette nuit-là, Rémi reçut un appel inattendu. C'était Valérie depuis la prison. « Avant que tu ne dises quoi que ce soit, » commença-t-elle, « écoute-moi. »« Pourquoi devrais-je t'écouter ?»« Parce que je viens de te sauver, et je veux que tu saches pourquoi. » Rémi garda le silence attendant. « Camille est venue me voir. Elle m'a offert le fonds fiduciaire en échange de te laisser tranquille. Une fillette de 11 ans négociant avec le. Pour son père. Je sais. Elle me l'a raconté. Now yento makes our af. Laifa. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que cette visite m'a fait réfléchir. Cet enfant a plus de valeur et plus d'amour que je n'en ai jamais eu. Et je me suis rendu compte de quelque chose. Si je la détruis, elle, en te détruisant toi, je deviens quelque chose de pire que ce que je suis déjà. Depuis quand cela t'importe-t-il? Depuis que j'ai compris que je vais passer le reste de ma vie en prison. Et je veux qu'au moins une bonne chose sorte de tout ça. Et qu'en est-il de tes menaces? Les documents sur mon passé. Je les ai détruits. Enfin, j'ai demandé à mon avocate de les détruire. Ils n'existent plus. Rémi ne savait pas s'il devait la croire. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que Camille me l'a demandé. Et parce que même si ça me coûte de l'admettre, cet enfant mérite un père. Même si ce père est toi. Il y eut un long silence. Je ne te demande pas pardon, continua Valérie. Je ne le mérite pas et je n'en veux pas. Je te dis juste que je ne suis plus ton ennemi. J'ai de plus grands ennemis maintenant. Parmentier, Fournier et tous les autres. Ils m'ont utilisé pendant des années. Ils m'ont fait croire que j'étais une associée, mais je n'ai toujours été qu'un outil. Maintenant, ils vont payer. Et après? Après, rien. J'exécuterai ma peine. Et peut-être que si Camille le veut un jour, je lui écrirai une lettre lui expliquant tout. Rémi raccrocha le téléphone sans savoir quoi ressentir. Valérie avait été son pire cauchemar pendant 15 ans, et maintenant, inexplicablement, elle l'avait sauvé.
Était-elle sincère ou était-ce un autre coup dans un jeu qu'il ne comprenait pas? Seul le temps le dirait. Une semaine plus tard, l'affaire prit une tournure que personne n'attendait. Le sénateur Parmentier, face à la possibilité de la prison à vie, décida de coopérer. En échange d'une réduction de peine, il livra des informations sur l'ensemble du réseau de corruption. Nom, date, compte bancaire, propriété cachée. Parmi les noms, il y avait 3 juges fédéraux, 2 gouverneurs et un ex-ministre. Ce fut le plus grand scandale de corruption de l'histoire récente du pays. Le juge Aurélien Fournier, voyant que son monde s'écroulait, tenta de s'échapper. Il fut capturé à l'aéroport avec un faux passeport et 2 valises pleines d'argent liquide. Sa carrière, sa réputation, sa liberté. Tout se termina en un instant. La juge Moreau présida les audiences d'une main ferme. Un par un, les impliqués tombèrent, et au centre de tout, comme témoin principal, se trouvait Valérie de Montaigne. Son témoignage fut dévastateur. Elle connaissait chaque détail, chaque accord secret, chaque mensonge. Elle avait fait partie du réseau pendant 15 ans, et maintenant, elle le détruisait de l'intérieur. Quand la dernière audience se termina, la juge Moreau la regarda avec une expression indéchiffrable. « Madame de Montaigne, votre coopération a été inestimable pour cette enquête. Cependant, cela n'efface pas les crimes que vous avez commis contre Martine Dubois, Rémy de Montaigne, et surtout contre la mineure Camille. Je sais, votre honneur. Votre peine initiale était de 40 ans pour de multiples chefs d'accusation. Compte tenu de votre niveau de coopération, ce tribunal réduit la peine à 20 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 12 ans. » Valérie hocha la tête. C'était plus que ce qu'elle espérait. « Avez-vous quelque chose à dire ?» demanda la juge. Valérie regarda vers la galerie, où Camille était assise entre Martine et Rémy. « Juste une chose, Camille. Je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait. Je ne mérite pas ton pardon. Mais je veux que tu saches qu'à la fin, j'ai fait quelque chose de bien, même si c'était pour les mauvaises raisons. » Camille ne répondit pas. Elle la regarda juste avec une expression neutre. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux, mais il n'y avait pas non plus de pardon. Il y avait seulement le calme de quelqu'un qui a finalement clos un chapitre. Les gardes emmenèrent Valérie, et avec elle s'évanouit le dernier fantôme du passé. 3 mois après que Valérie commença à purger sa peine, la vie de Martine, Rémy et Camille commença à prendre forme. Rémy avait déclaré volontairement ses contrats d'il y a 15 ans. L'enquête détermina qu'il n'avait pas participé consciemment à des activités illégales et que son éloignement du commerce avait été immédiat lorsqu'il avait découvert la vérité. Il n'y eut aucune accusation contre lui. Martine récupéra légalement la garde de Camille. Ce fut un long processus, rempli de papiers et d'audiences. Mais elle avait finalement ce dont elle avait toujours rêvé, être officiellement reconnue comme la mère de sa fille. Ils déménagèrent dans une petite maison dans un quartier tranquille, loin de l'hôtel particulier de Montaigne et de tout ce qu'il représentait. Rémy vendit ses actions dans l'entreprise familiale et utilisa l'argent pour recommencer. Mais tout n'était pas parfait. Camille faisait des cauchemars fréquents. Elle se réveillait en criant, en sueur, revivant des moments qu'une fillette de son âge n'aurait jamais dû vivre. Martine la consolait chaque nuit, mais elle savait que les blessures mettraient des années à guérir. Un jour, Camille posa une question à Martine qu'elle n'attendait pas. « Est-ce que tu la pardonneras un jour ?»« Qui ?»« Valérie. » Martine garda le silence un instant. « Je ne sais pas. Ce qu'elle m'a fait, ce qu'elle nous a fait, est difficile à pardonner. Mais elle m'a élevé à sa manière, tordue et égoïste. Mais elle m'a élevé. Cela ne compte pour rien ? Toi, l'as-tu pardonné ?» Camille regarda par la fenêtre. « Non, mais je ne la déteste pas non plus. Je ne ressens rien, comme si c'était une étrangère que j'ai connue il y a longtemps. C'est normal. Avec le temps, tu trouveras le moyen de tout gérer. Et toi, as-tu géré les 12 ans que tu as passés comme servante dans ta propre maison, avoir une autre femme élever ta fille ?» La question frappa Martine de plein fouet. Elle n'avait pas de réponse. Peut-être qu'elle n'en aurait jamais. Le 12e anniversaire de Camille arriva un jour ensoleillé de mars. Martine prépara un gâteau maison. Rémy acheta des ballons, et tous 3 célébrèrent dans le petit jardin de leur nouvelle maison. « Fais un vœu », dit Martine tandis que Camille regardait les bougies. Camille ferma les yeux un instant, puis souffla fort. « Qu'as-tu souhaité ?» demanda Rémy. « Si je le dis, il ne se réalisera pas. » Après le repas, Rémy sortit une enveloppe de sa poche. « J'ai quelque chose pour toi. C'est officiel maintenant. » Camille ouvrit l'enveloppe. C'étaient les documents du fonds fiduciaire que Rémy avait laissé il y a 11 ans. Maintenant qu'elle avait 12 ans, l'argent était légalement à elle. « C'est plus que ce que j'imaginais », dit Camille en regardant les chiffres. « Ton grand-père a laissé beaucoup en mourant.
Valérie n'a jamais pu toucher cet argent car il était protégé à ton nom. Qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Ce que tu veux. C'est ta décision. Camille réfléchit un instant. Puis elle regarda ses parents. Je veux en faire don. En faire don? Martine sembla surprise. À des familles comme la nôtre. Des mères qui ont perdu leurs enfants à cause de gens puissants, des pères qui ont été injustement enfermés. Je veux les aider. Rémi sentit sa poitrine se gonfler de fierté. Tu es sûr? C'est beaucoup d'argent. L'argent ne me rendra pas les 11 ans que nous avons perdus. Mais il peut aider les autres à ne pas perdre les leurs. Martine serra sa fille dans ses bras. Comment es-tu devenue si sage? J'ai eu une bonne maîtresse, répondit Camille. Une qui m'a appris que l'amour est plus important que n'importe quelle fortune. Cette nuit-là, tandis que Camille dormait, Martine et Rémi parlèrent de l'avenir. Je n'aurais jamais imaginé que nous finirions ainsi, dit Martine. Ensemble, libres, avec notre fille. Moi non plus. Il y a eu des moments dans cette clinique où j'ai cru que je mourrais sans jamais vous revoir. Qu'est-ce qui t'a maintenu sain d'esprit? Vous deux. L'espoir qu'un jour tout cela se terminerait et que je pourrais vous serrer à nouveau dans mes bras. Ils restèrent en silence, regardant les étoiles depuis le jardin. Pour la première fois depuis plus d'une décennie, l'avenir ne semblait pas être une menace. Il semblait être une promesse. Mais la paix ne durerait pas longtemps. Un matin, 3 semaines après l'anniversaire de Camille, Martine reçut une visite inattendue. C'était une femme d'une trentaine d'années, avec des cheveux foncés et des yeux qui semblaient garder 1000 secrets. Martine Dubois? Oui, c'est moi. Mon nom est Lucie Parmentier. Je suis la fille du sénateur Hervé Parmentier. Martine sentit son cœur s'accélérer. Que voulez-vous? Juste parler. Martine la laissa entrer avec prudence. Elles s'assirent dans le salon, se regardant avec une méfiance mutuelle. Je sais ce que mon père a fait, commença Lucie. Je sais qu'il faisait partie du réseau qui a ruiné votre vie, et je veux que vous sachiez que je n'en avais aucune idée. Et pourquoi me dites-vous cela? Parce que j'ai trouvé quelque chose que mon père a caché pendant des années et que je crois que vous devriez voir. Lucie sortit un dossier de son sac et le posa sur la table. Ce sont des documents sur des adoptions illégales. Mon père en a facilité des douzaines au cours des 2 dernières décennies. Des enfants qui ont été arrachés à leur mère biologique et vendus à des familles riches. Martine eut la nausée. Camille est l'une d'elles? Pas exactement. Son cas était différent parce que Valérie n'a pas payé pour elle, elle se laisse simplement approprier. Mais il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Des enfants qui ne connaissent toujours pas la vérité sur leurs origines. And 12. They after friend. They after friend. They after friend. Pourquoi m'apportez-vous ceci? Parce que vous savez ce que l'on ressent, parce que vous avez vécu ce que ces mères ont vécu, et parce que je crois qu'ensemble, nous pouvons faire quelque chose à ce sujet. Martine regarda les documents. Il y avait des noms, des dates, des photographies, des douzaines de familles brisées par la cupidité d'hommes puissants. Que proposez-vous? Je propose que nous portions cela aux autorités, que nous ouvrions une enquête, que nous réunissions les familles. 19 ha. Yeah, l'Acadia fight. Orao l'Acdia. Et qui gagnez-vous? Lucie la regarda les yeux humides. La rédemption. Mon père a détruit des vies. Je ne peux pas changer cela, mais je peux essayer de réparer une partie du mal. C'était une offre risquée, mais Martine avait appris que les causes justes valaient toujours le risque. Très bien, je le ferai. L'enquête sur les adoptions illégales prit des mois. Martine et Lucie travaillèrent avec le procureur Tellier, examinant chaque document, interrogeant des témoins, retrouvant des familles séparées. Ce qu'ils découvrirent fut dévastateur. Au cours des 20 dernières années, plus de 40 enfants avaient été illégalement séparés de leur mère biologique. Certains avaient été vendus à des familles étrangères, d'autres avaient été donnés à des couples locaux qui avaient payé des fortunes pour eux, et d'autres avaient simplement disparu. Le réseau impliquait des médecins, des avocats, des juges et des politiciens. Il était beaucoup plus grand que ce que Valérie ou le sénateur Parmentier avaient révélé. « C'est une épidémie », dit Tellier lorsqu'il vit le rapport complet. « Et elle se produit sous notre nez depuis des décennies. » « Que pouvons-nous faire » demanda Martine. « Porter cela devant la cour, ouvrir des cas individuels, essayer de réunir les familles qui peuvent encore l'être. Et ceux qui ne le peuvent plus, les enfants qui ont été envoyés à l'étranger ou qui sont déjà adultes, pour eux c'est plus compliqué, mais au moins ils peuvent connaître la vérité sur leurs origines. » Camille, qui avait suivi l'enquête de près, prit une décision. « Je veux aider, dit-elle. Je veux utiliser l'argent du fonds fiduciaire pour créer une fondation, une qui aide les familles à se réunir, qui paye les frais juridiques, qui offre un soutien psychologique. » Martine et Rémi échangèrent des regards. « C'est beaucoup de travail, dit Rémi, et beaucoup de responsabilités. Je sais,
Mais c'est la bonne chose à faire. La Fondation Camille naquit 3 mois plus tard. Sa mission? Aider les victimes d'adoption illégale et de trafic de mineurs à trouver la vérité et, lorsque cela était possible, à retrouver leur famille biologique. Au cours de sa première année, la Fondation a aidé à réunir 12 familles, 12 mères, qui ont à nouveau serré dans leurs bras des enfants qu'elles croyaient perdus à jamais. 12 histoires de douleur qui ont finalement trouvé quelque chose qui ressemblait à une fin heureuse. Le 2e anniversaire de la Fondation coïncida avec une date spéciale. Le jour où la Cour a finalement clos toutes les affaires liées au réseau de corruption de Valérie et du sénateur Parmentier. Au total, 27 personnes ont été condamnées. Des juges, des politiciens, des hommes d'affaires, des avocats. Tous sont tombés les uns après les autres comme des dominos. Le juge Aurélien Fournier a reçu une peine de 35 ans. Il ne remettrait plus jamais les pieds dans un tribunal, sauf comme accusé. Le sénateur Parmentier mourut en prison d'une crise cardiaque avant que son procès ne se termine. Certains dirent que c'était le karma, d'autres dirent qu'il l'avait mérité, et Valérie de Montaigne continua de purger sa peine en silence. Elle ne demanda pas d'appel, elle ne donna pas d'interview, elle disparut simplement de l'œil du public comme si elle n'avait jamais existé. Martine assista à l'audience finale où les peines furent lues. Quand tout fut terminé, la juge Moreau l'appela à son bureau. « Je voulais vous féliciter personnellement », dit la juge. « Ce que vous et votre famille avez accompli est extraordinaire. Nous n'avons fait que ce que nous devions faire. Vous avez fait bien plus que cela. Vous avez exposé un système corrompu qui fonctionnait depuis des décennies. Vous avez sauvé des familles qui n'auraient jamais trouvé justice par elles-mêmes. Vous avez créé une fondation qui change des vies. Ma fille mérite le crédit. » C'était son idée. Camille est une enfant exceptionnelle, mais elle a eu une mère exceptionnelle qui lui a enseigné la valeur de la justice et de la compassion. Martine sentit ses yeux se remplir de larmes. Il y a eu des moments où j'ai cru que je ne sortirais jamais de cette maison, que je mourrais en étant la cuisinière de la femme qui m'avait tout volé. Mais vous n'êtes pas morte. Vous avez survécu et maintenant vous êtes ici, libre avec votre fille, changeant le monde. La juge lui tendit la main. Ce fut un honneur de vous rencontrer, Madame Dubois. Martine accepta le geste. L'honneur est pour moi, votre honneur. La vie continua. Camille grandit, entra au lycée, se fit des amis, découvrit des passions. Elle faisait encore des cauchemars occasionnels, mais ils étaient de moins en moins fréquents. Rémi et Martine ne se marièrent jamais. Officiellement, ils n'en avaient pas besoin. Ce qu'ils avaient était plus fort que n'importe quel papier. La fondation continua de croître. En 5 ans, elle a aidé plus de 100 familles. Le nom de Camille devint synonyme d'espoir pour ceux qui avaient tout perdu. Mais il y avait une chose que Camille n'avait jamais faite. Une conversation qu'elle n'avait jamais eue. Le jour de ses 18 ans, elle prit une décision. « Je veux rendre visite à Valérie », dit-elle à ses parents. Martine et Rémi se regardèrent avec inquiétude. « Pourquoi ?» demanda Martine. « Parce que j'ai besoin de clore ce chapitre. J'ai besoin de la voir une dernière fois et de lui dire ce que je n'ai jamais pu lui dire quand j'étais enfant. »« Tu es sûr ?»« Oui. C'est quelque chose que je dois faire pour moi-même. » Rémi hocha la tête lentement. « Nous t'accompagnerons jusqu'à la prison, mais la conversation est la tienne. » Camille se rendit à la prison des femmes où Valérie purgeait sa peine. Elle était là depuis 6 ans. Il lui en restait au moins 6 autres, avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. La salle de visite était la même où elles avaient parlé il y a des années, lorsque Camille avait 11 ans et avait offert son fonds fiduciaire en échange de la paix. Valérie entra, escortée par 2 gardes. Elle avait l'air vieille, fatiguée, vaincue. Le temps en prison n'avait pas été clément avec elle. « Camille, dit-elle d'une voix rauque, je ne m'attendais plus à te revoir. »« Moi non plus, je ne m'attendais pas à venir, mais me voici. » Elles s'assirent face à face. Le silence était lourd. « Pourquoi es-tu venue ?» demanda Valérie. « Pour te dire quelque chose que je garde en moi depuis des années. » Camille inspira profondément avant de parler. « Pendant des années, je t'ai haï. Je t'ai haï pour ce que tu as fait à ma mère. Je t'ai haï pour avoir enfermé mon père. Je t'ai haï pour m'avoir menti toute ma vie. » Valérie ne répondit pas, elle écoutait juste. « Mais la haine est lourde et je suis fatigué de la porter, alors je suis venu la laisser ici avec toi, là où elle appartient. Tu es venu me pardonner ? » ?»« Non, je ne suis pas venu te pardonner. Ce que tu as fait n'a pas de pardon. Tu as détruit des vies, tu as séparé des familles, tu as utilisé des personnes comme des objets. Alors quoi ? Je suis venu me libérer, te dire que tu n'as plus de pouvoir sur moi, que ton nom ne me provoque plus de peur ni de rage, que quand je pense à toi, je ne ressens rien. » Valérie baissa les yeux. « Rien, c'est pire que la haine. Peut être.
mais c'est le mieux que je puisse t'offrir. » Il y eut un autre long silence. « Comment va ta mère ?» demanda Valérie finalement. « Bien, heureuse. Elle a la vie qu'elle a toujours méritée. Et Rémi aussi. Nous travaillons ensemble à la fondation. J'ai entendu parler de ça, la fondation Camille. Vous aidez les familles séparées. » Oui, c'est ironique. J'ai séparé des familles, tu les réunis. Ce n'est pas de l'ironie, c'est la justice. Valérie hocha la tête lentement. Je suppose que je le mérite. Camille se leva. Il y a autre chose que je veux te dire. Quelque chose que je ne t'ai jamais dit quand j'étais enfant. Quoi? Merci. Valérie la regarda avec surprise. Merci? Pourquoi? Pour m'avoir montré exactement quel genre de personne je ne veux jamais être. J'ai plus appris de tes erreurs que de n'importe quel livre ou professeur. Et cela, d'une manière tordue, a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Sans attendre de réponse, Camille marcha vers la porte. Adieu, Valérie. Je ne reviendrai pas. Elle sortit sans regarder en arrière, et lorsqu'elle franchit les portes de la prison, elle sentit qu'un poids énorme se levait de ses épaules. Elle était enfin libre. Les années suivantes furent clémentes avec la famille Dubois de Montaigne. Camille étudia le droit, inspirée par le procureur Tellier et la juge Moreau. Elle se spécialisa dans les affaires de droits familiaux et de mineurs. À 25 ans, elle était l'une des avocates les plus respectées dans son domaine. La fondation qu'elle avait créée étant enfant devint une organisation internationale. Elle opérait dans 7 pays et avait aidé plus de 1000 familles à se réunir. Rémi, maintenant les cheveux complètement gris, se consacra à plein temps à la fondation. Il trouva dans ce travail le but qu'il avait perdu lorsqu'on l'avait enfermé dans cette clinique. Et Martine, la cuisinière qui avait autrefois tout perdu, trouva finalement la paix qu'elle avait toujours méritée. Un jour, alors qu'elle préparait le dîner dans la cuisine de sa maison, une cuisine qui lui appartenait, et non celle d'un hôtel particulier étranger, Camille entra avec une nouvelle. « Maman, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qui se passe ? On m'a offert un poste à la Cour internationale de justice comme conseillère dans des affaires de trafic de mineurs. » Martine laissa tomber la cuillère qu'elle tenait. « La Cour internationale à La Haye ? Camille, c'est incroyable. Je sais, mais ça signifie partir loin de toi, de papa, de tout ce que nous avons construit ici. » Martine marcha vers sa fille et lui prit les mains. « Écoute-moi bien. J'ai passé 12 ans de ma vie sans pouvoir être avec toi, sans pouvoir te serrer dans mes bras, sans pouvoir te dire la vérité, sans pouvoir être ta mère. Si j'ai appris quelque chose pendant ces années, c'est que l'amour ne dépend pas de la distance. Alors, tu crois que je dois y aller? Je crois que tu dois faire ce que ton cœur te dit. Et si ton cœur te dit d'aller à La Haye pour changer le monde, alors vas-y. Nous serons ici à t'attendre, fiers de chaque pas que tu feras. » Camille serra sa mère dans ses bras. « Merci maman pour tout. Ne me remercie pas. Promets-moi juste une chose. » « Quoi ? De ne jamais oublier d'où tu viens, de ne jamais oublier la fillette qui est entrée en courant dans un tribunal pour sauver une cuisinière innocente. Je ne l'oublierai jamais. Cette fillette a fait de moi ce que je suis. » Le jour où Camille partit pour La Haye, toute la famille se rendit à l'aéroport pour lui dire « au revoir ». Rémi lui fit une longue étreinte silencieuse. Il n'avait pas besoin de mots. Tout ce qu'il ressentait était dans cette étreinte. Martine lui remit un petit paquet enveloppé dans du papier de soie. « Qu'est-ce que c'est ? Ouvre-le quand tu arrives. » Camille rangea le paquet dans son sac et embrassa sa mère une dernière fois. « Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, plus que les mots ne peuvent l'exprimer. » Camille passa la sécurité. Elle se retourna une dernière fois pour saluer de la main et disparut vers la porte d'embarquement. Martine et Rémi restèrent à regarder l'avion jusqu'à ce qu'il décolle et se perde dans les nuages. « Tu crois qu'elle ira bien ?» demanda Rémi. « Je sais qu'elle ira bien. C'est la femme la plus forte que je connaisse. Elle te ressemble. Elle nous ressemble. » Ils rentrèrent à la maison en silence, chacun perdu dans ses pensées. La maison semblait vide sans Camille, mais ce n'était pas un vide triste. C'était le vide naturel des enfants qui grandissent et trouvent leur propre chemin. Cette nuit-là, tandis que Martine regardait les étoiles depuis le jardin, elle reçut un message de Camille. « Je suis bien arrivé. J'ai ouvert le paquet. J'ai pleuré. Je t'aime, maman. » À l'intérieur du paquet, il y avait une photographie. Elle était vieille, froissée, presque effacée par le temps. Elle montrait une jeune femme tenant un nouveau-né. Derrière la photo, d'une écriture tremblante, Martine avait écrit « Mon premier jour en tant que mère, le jour le plus heureux de ma vie. » C'était la seule photo que Martine avait réussi à conserver de ses premiers jours. Elle l'avait cachée pendant 12 ans à l'insu de Valérie, et maintenant, elle était enfin là où elle devait être, entre les mains de sa fille. 10 ans plus tard, Camille revint dans son pays pour recevoir une reconnaissance spéciale.
le prix national des droits de l'homme, décerné pour son travail dans la lutte contre le trafic de mineurs. La cérémonie se déroula dans le même tribunal, où 21 ans auparavant, une fillette de 11 ans était entrée en courant pour sauver une cuisinière innocente. Martine et Rémi étaient au premier rang, les cheveux gris et des rides sur le visage, mais les yeux brillants de fierté. Lorsque Camille monta à l'estrade pour recevoir le prix, elle regarda ses parents et sourit. « Cette reconnaissance n'est pas la mienne », commença son discours. « Elle est celle de toutes les familles qui ont été séparées par la cupidité et la cruauté de ceux qui détenaient le pouvoir. Elle est celle des mères qui ont pleuré des enfants qui leur ont été arrachés. Elle est celle des pères qui ont été réduits au silence. Elle est celle des enfants qui ont grandi sans connaître la vérité sur leurs origines. » Elle fit une pause, retenant ses larmes. Mais surtout, ce prix est celui d'une femme qui m'a enseigné le vrai sens de l'amour. Une femme qui a passé 12 ans comme servante dans sa propre maison juste pour pouvoir me voir grandir. Une femme qui a supporté les humiliations, les injustices et la douleur sans jamais perdre l'espoir. Cette femme est assise ici aujourd'hui, et je veux que le monde connaisse son nom. Martine Dubois, ma mère, mon héroïne. Le public applaudit debout. Martine pleurait sans pouvoir se contenir. Rémi la tenait, les larmes aux yeux aussi. Camille descendit de l'estrade et marcha vers eux. Elle les serra dans ses bras devant des centaines de personnes, sans se soucier des flashs des caméras ni des murmures des journalistes. « Nous avons réussi, maman », murmura-t-elle. « Après tout, nous avons réussi. » Martine la regarda avec tout l'amour qu'elle avait gardé pendant plus de 3 décennies. « Non, ma fillette, tu as réussi. J'ai seulement été ta cuisinière. » Camille rit à travers ses larmes. « La meilleure cuisinière du monde. Ifen, Endenastan, Endenfend. » Cette nuit-là, tandis que la famille dînait ensemble dans la petite maison qui avait été leur foyer pendant tant d'années, Martine pensa à tout ce qu'ils avaient traversé. La douleur, les mensonges, l'injustice, mais aussi l'amour, le courage et la vérité. Et elle sut avec une certitude absolue que chaque moment de souffrance avait valu la peine, parce qu'au bout du chemin le plus sombre, elle avait trouvé la lumière. Une semaine plus tard, Martine reçut une lettre. L'expéditeur était la prison des femmes où Valérie purgeait sa peine. À l'intérieur, il y avait une seule feuille avec une seule ligne écrite d'une écriture tremblante. « Merci d'avoir élevé Camille de la manière que je n'ai jamais pu. V. » Martine lut la lettre en silence, puis la plia, la rangea dans un tiroir et n'en parla plus jamais. Certaines histoires n'ont pas besoin de réponse. Elles ont juste besoin de se terminer.